Tout commença dans une tempête. Un petit garçon avance seul. Il brave des bourrasques glaciales. Il semble perdu, désemparé. Il appelle quelqu'un, Willamp. Mais sa voix disparaît presque aussitôt dans le vent. Alors, on cherche avec lui. C'est laborieux, difficile, mais on finit par le trouver, effondré dans la neige. Le garçon essaie de le relever, mais il ne répond pas. C'est là qu'elle apparaît, droite, immobile, un regard figé. Quelque chose dans cette image de profondément dérangeant. Et puis le jeu rembobine. 3 jours plus tôt. C'était une vision de ce qu'il se passera dans le jeu Song of Nunu. League of Legends, tout le monde connaît, mais ce que peu de gens savent, c'est que son univers a été étendu dans une série de petits jeux, les League of Legends Story. Song of Nunu en fait partie. En y jouant, on ressent un peu la même chose qu'en regardant Arcane, on nous développe un univers fascinant un peu différemment. Aujourd'hui, on est samedi, et comme chaque samedi, je vais vous raconter un jeu, Song of Nunu. Au début du jeu, il y a un rêve. Dans ce rêve, il n'y a presque rien. Un plan fixe, une orbe bleue qui pulse doucement dans le noir, comme si elle respirait. Et en arrière-plan, la voix de la mère du petit garçon qu'on a suivi. Mais on n'a pas plus d'informations. Rien de vraiment concret, c'est cryptique, énigmatique. Et puis le petit garçon se réveille dans une grotte. Cet enfant, c'est Nunu. C'est un Otai, un peuple de bardes et de voyageurs de Freljord qui gardent vivantes les légendes du Nord dans leurs chansons. Nunu porte une petite cape en fourrure orange, des bottes de cuir et autour du cou, une flûte qui s'appelle Svelsongur. Nunu se relève, s'étire. Willamp, son camarade, n'est pas là. Alors il sort pour le chercher. C'est alors que quelque chose d'immense surgit de derrière un rocher, sur sa gauche, 4 bras levés, avec un grognement qui se veut terrifiant. Mais Nunu n'est pas inquiété, c'est Willamp, le dernier Yeti magique de Freljord, grand comme 2 hommes l'un sur l'autre, 4 bras épais comme des troncs, une fourrure cyan et épaisse alourdie par le givre du matin, un visage large avec des yeux ronds qui trahissent immédiatement que la blague l'amuse autant que lui. Nunu l'appelle frérot, ils ont l'air complices. Alors, l'ami retrouvé, ils décident d'aller se balader. Assez vite, on comprend comment ça fonctionne entre eux. Il y a un premier bord de falaise qu'on ne peut pas franchir. Willamp s'accroupit, Nunu monte sur son dos. Willamp saute. Plus loin, un fossé. Willamp débite une formation rocheuse qui se transforme alors en pont. Alors on comprend, ce sera un gameplay asymétrique. Les passages étroits sont pour Nunu. Il peut aussi faire exploser des plantes avec des projectiles. Les obstacles qui pèsent une tonne sont pour Willamp. En chemin, on comprend alors quelque chose d'important. Même si nous, on entend chez Willamp qu'une suite de grognements et de rugissements, Nunu, lui, le comprend à peu près sans effort. Les réponses du Yeti ne sont jamais traduites directement, mais contextuellement, on comprend. Nunu se confie alors à Willamp à propos du rêve. Apparemment, c'est un rêve récurrent. Sauf que cette fois, c'était un peu différent. D'habitude, sa mère parle du cœur bleu, sans dire où aller. Mais cette nuit, elle a donné quelque chose de plus précis, un endroit, la montagne ailée. Willamp l'écoute, il grogne doucement pour acquiescer. L'indication est vague, mais c'est un début. Et puis Nunu s'arrête, il regarde au loin, plisse les yeux. Il y a une montagne là-bas, une forme étrange. Vu de loin, on dirait 2 ailes de papillon déployées, avec des couleurs pastel qui tranchent sur le blanc de Freljord. Nunu pointe du doigt. C'est forcément ça, dit-il, la montagne ailée. Alors, sans plus de réflexion, Nunu prend une décision. Allons voir cette montagne de plus près. Nunu est toujours sur le dos de Willamp. Du haut de ses jambes titanesques, toutes les distances paraissent dérisoires. Willamp défonce les murs de glace qui barrent le chemin d'un coup de patte. Il grimpe les falaises escarpées, ses 4 bras s'agrippent à la roche l'un après l'autre. D'ailleurs, un de ces moments m'a fait penser à un instant dans Rayman 2. Sauf qu'ici, on ne s'accroche pas à des lianes, mais directement à la falaise. On passe devant une petite baie. Des dracars échoués s'y sont laissés ensevelir par la neige, les proues sculptées encore visibles au-dessus des congères. Nunu les regarde en passant. Il parle des histoires de vikings que sa mère lui contait. Il parle d'elle avec la facilité de quelqu'un qui ne sait pas encore que certains souvenirs deviennent précieux parce qu'ils sont tout ce qu'il reste. Je devine déjà quelque chose dans la façon dont chaque détail de Freljord lui rappelle une de ses histoires qu'elle va avoir de l'importance dans tout ça. Et puis Willamp s'arrête. Il se retourne vers Nunu avec une expression joviale. Il ramasse une poignée de neige, il la tasse dans ses pommes. Nunu comprend aussitôt. Une bataille de boules de neige. Des barres de vie apparaissent à l'écran. On est au milieu de Freljord, dans le froid, entre des épaves de dracars, et on joue avec l'insouciance des enfants. Le combat s'avère étonnamment facile. À un moment, je me demande sincèrement si ce grand Yeti aux 4 bras avec une portée 2 fois supérieure ne fait pas exprès de rater ses tirs. Il y a quelque chose de trop appliqué dans sa façon de rester à découvert. Chacun de ses tirs passe juste au-dessus de la tête de Nunu. C'est mignon, je crois. Alors on gagne, haut la main. Willamp singe tant bien que mal la déception, et puis on reprend l'exploration. En chemin, on croise des poros. Ce sont de petites boules de fourrure blanche, rondes, avec 4 petites pattes. Il court après Nunu avec des yeux énormes, il trottine vers lui en faisant de petits bruits. Il réclame quelque chose, de l'attention, de la compagnie. Nunu les regarde une seconde, mais on n'a pas le temps de s'attarder. On a un endroit à trouver. Un peu plus loin, on entre dans une grotte. L'air change, plus humide. Des chutes d'eau dégringolent des parois dans des bassins sombres. Le chemin s'arrête sur un bord. Devant, de l'eau partout. Willamp s'arrête, il réfléchit et a une idée. Il envoie de la magie sur l'étendue d'eau. En quelques secondes, la surface se fige. Des pans entiers deviennent solides. Des plateformes de glace bleutées, translucides. On saute dessus. Willamp en crée d'autres, devant, puis on escalade.
Le jeu nous présente son côté platformer, sauf qu'à un moment, le passage se resserre. Nunu se faufile seul dans une fissure trop étroite pour Willamp. On se dit que ça va, que c'est court. Sauf qu'un loup apparaît, il fait face à Nunu. Il hurle et prend en chasse le petit garçon. La caméra bascule, on voit ce que le loup voit. Nunu, seul, sans personne, qui court dans un couloir de roche. On se précipite, on cherche une sortie, un rebord, n'importe quoi. Et justement, on finit par trouver une ouverture. Alors on se jette dehors, Willamp est là, rassurant, protecteur. Sauf que le loup n'a pas abandonné. Il débouche dans la même ouverture, et derrière lui, d'autres arrivent. On est dans un espace ouvert, une petite arène naturelle. Nunu remonte sur le dos de Willamp, et un combat se lance. On apprend, en panique. Willamp donne des coups, on exécute des combos. C'est assez simple à comprendre, et de toute façon, face à un Yeti de cette taille, les loups n'ont pas grand chose à opposer. Alors on les bat, sans grande difficulté. Nunu reprend son souffle, et puis il dit quelque chose à Willamp. Ce loup, il avait un comportement étrange. Il a remarqué un truc bizarre, une matière noire sur lui, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Mais ça ne semble pas plus les inquiéter, ils décident de continuer. Plus loin, une porte fermée barre le chemin. Pas de poignée, pas de mécanisme visible. Juste une petite pierre, à côté. Nunu sort sa flûte, il joue quelques notes devant le rocher, et là, quelque chose se produit. Des runes cyan s'illuminent. La porte se met à gronder, elle s'ouvre. Plus loin, on en trouve d'autres. Des pierres similaires que Nunu active avec sa flûte pour faire changer le monde autour. Ça me fait un peu penser à Ocarina of Time. Link jouait de l'ocarina. Le soleil, la pluie, le temps lui-même répondait aux notes. L'instrument était une clé pour parler à Hyrule. Ici, c'est un peu pareil. Quand Svelsongur chantonne, Freljord répond. Avec l'instrument, on commence à rencontrer des casse-têtes qui demandent d'observer avant d'agir. Mais on s'y fait vite. Les énigmes sont en réalité assez intuitives. En chemin, Nunu parle, et il parle beaucoup. Il parle de sa mère comme si Willamp ne connaissait pas déjà chaque détail. À cette occasion, on apprend son nom, Laika, la grande barde. Elle connaissait les légendes de Freljord mieux que n'importe qui. Willamp grogne, Nunu continue. En chemin, on refait des combats contre des loups, toujours aussi agressifs, toujours avec cette matière noire sur eux. Et puis, à un moment, on entre dans un dôme. L'espace s'ouvre d'un coup, les parois montent, en corolle, et au centre, sur un socle, une statue d'oiseau sculptée dans la glace. Les ailes déployées, quelque chose de monumental dans la posture. C'est Anivia, un phénix de glace légendaire, une entité aussi vieille que Freljord qui meurt et renaît en cycle. On reste une seconde à la regarder. La lumière traverse le plafond et se distribue en rayons. C'est un puzzle, il faut jouer de la flûte pour orienter les faisceaux de lumière vers la statue, trouver la bonne séquence. Et quand le dernier rayon frappe la statue au bon endroit, les yeux d'Anivia s'illuminent. Un passage s'ouvre dans le mur du fond. Nunu regarde le passage, puis regarde la statue, et puis il repart dans ses pensées, à voix haute. Il dit qu'il aimerait voir les frères d'Anivia en statue aussi. Orn, le dieu forgeron, Volibear, le dieu de l'orage. Willamp l'écoute avec patience, il semble avoir l'habitude. Nunu continue, et il repense au loup, au truc noir sur eux. Sa mère en parlait, la glace noire. Elle disait qu'il fallait s'en méfier, comme de rien d'autre dans Freljord, puis à un moment, Nunu ralentit. Il se sent fatigué, et justement, on se retrouve sur un petit plateau, protégé autour par les formations rocheuses. Il propose qu'on s'arrête là. Alors on fait un feu, on s'assoit autour. Nunu sort la Svelsongur et joue quelque chose. Willamp, au bout d'un moment, commence à se balancer, puis il danse. Une danse de Yeti, ce qui ressemble surtout à un ours qui essaie de suivre un rythme, ses 4 bras qui partent dans des directions approximatives. Nunu rit. Et puis le silence revient doucement. Nunu regarde le feu. Il dit au Willamp que cette quête, chercher le cœur bleu, lui donne une sensation bizarre, l'impression d'être proche d'elle, de sa mère. Comme si suivre ce qu'elle lui avait demandé, c'était encore être avec elle, quelque part. Willamp ne répond pas, et puis il s'endorme. Dans le sommeil, Nunu rêve encore. Il est assis à côté de Laika. Ils discutent tranquillement, et puis Nunu pose une question. Le cœur bleu, c'est une arme ? Laika réfléchit. Oui, dit-elle, en quelque sorte. Nunu pense à une épée. Il demande si c'est grand, si ça coupe. Laika sourit. C'est plus compliqué que ça. Le cœur bleu, c'est comme une bougie dans une nuit sans fond. Comme un feu dans les ténèbres, ça ne tranche rien, ça éclaire. Nunu soupire. Il dit que sa mère ne donne jamais de réponse simple, jamais une réponse claire, directe. Et puis, en regardant plus attentivement, je remarque quelque chose dans le fond du décor, une silhouette, immobile, à la lisière de la lumière. Elle écoute. La caméra coupe. Une autre scène enchaîne, à un autre endroit. Lysandra avance, ses soldats alignés de chaque côté, immobiles comme des statues. Elle est grande, des épaulières de glace sombre qui montent haut de chaque côté de la tête. On ne voit jamais ses yeux. Elle parle du rêve. Elle y était vraiment, dit-elle. Elle a tout entendu. Elle sait maintenant ce que cherchent Nunu et Willamp, le cœur bleu. Elle semble savoir ce que c'est. Cet artefact produit de la glace pure, la vraie glace dans sa forme la plus absolue. Lysandra connaît ce pouvoir mieux que quiconque. Elle s'en est servie autrefois pour sauver le monde. Elle en a besoin à nouveau, désespérément. Elle reprend sa marche et descend vers un autre endroit de son château. Les murs changent, la lumière aussi, une lueur violette, inquiétante. Et puis on comprend. Elle parle de son vieil ennemi, le néant. Un mur de vraie glace sépare Freljord de cet endroit, sauf que voilà, la glace s'étiole. Il faut absolument qu'elle trouve le cœur bleu pour solidifier la structure parce que ça ne tiendra plus longtemps. Et puis la scène coupe. Au réveil, des loups sont là,
Pas un ou deux, une meute entière surgit de partout en même temps. Willamp se réveille aussitôt. Il frappe, il tient, il encaisse les coups, il se remet en position. Mais ils arrivent encore et encore. On commence à perdre du terrain, à reculer. Willamp grogne, il doit protéger Nunu. Et puis, quelque chose atterrit entre eux et les loups. Un bouclier, énorme, en bois brut, planté dans la neige comme une porte. Derrière une silhouette encore plus large et une voix qui remplit tout l'espace. C'est Brom. À lui seul, il repousse les loups, le bouclier dans une main, l'autre qui frappe, avec le calme de quelqu'un pour qui ce genre de situation est une matinée ordinaire. En quelques secondes, c'est fini, les loups s'enfuient. Nunu le regarde, les yeux écarquillés, il le connaît. Tout le monde à Freljord connaît Brom, le légendaire protecteur du Nord, le sourire le plus impeccable de toute la région. Il est là, en vrai, avec sa moustache fournie. Nunu se présente. Willamp grogne poliment. Il parle du cœur bleu, de la montagne des ailes, de leur quête. Brom secoue la tête. Il n'a jamais entendu parler du cœur bleu. L'interaction est un peu particulière. Brom parle de Brom à la troisième personne. Brom dit que Brom ne laisse jamais des amis voyager seuls dans Freljord. Brom va les accompagner. Alors ils repartent tous les trois vers la montagne des ailes. Sauf qu'au pied de la montagne, il y a une tempête infranchissable, des bourrasques incroyables, inapprochables. Brom regarde ça une seconde, puis il propose qu'on s'arrête pour manger. Alors on s'installe, on fait un feu au pied de la montagne. Brom sort de quoi cuisiner. Nunu sort sa flûte, il joue quelques notes. Willamp commence à danser. Brom claque des doigts avec une satisfaction totale. C'est doux, c'est reposant. La montagne est là, derrière eux, inaccessible pour l'instant, mais maintenant, ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Et puis Brom raconte une histoire, comme ça se fait parfois quand on est autour d'un feu. La guerre des Trois Sœurs, il y a 9000 ans, quand le néant avait lancé une attaque d'une ampleur que Freljord n'avait jamais connue. 3 sœurs sorcières avaient fait alliance avec les Yétis pour repousser les assauts. Lysandra, Serilda et Avarossa. Brom dit que c'est grâce à Lysandra qu'ils ont gagné. Elle avait une arme, quelque chose de particulier, mais il ne se souvient pas exactement de tous les détails. Et puis le feu crépite, la tempête souffle au loin, et les trois s'endorment là. La montagne elle est toujours en fond, toujours inaccessible. Dans ce sommeil, il y a encore un rêve. Encore une discussion avec sa mère, même douceur, même lumière. Sauf que cette fois, je la remarque aussitôt, Lysandra dans le fond, sa main tendue vers la silhouette de Laika qui tremble légèrement. Elle parle étrangement comme si Lysandra lui dictait ses paroles. La voix de Laika pose une question. Qu'est-ce que le cœur bleu? Nunu répond ce qu'il sait, pas grand-chose. Laika insiste, Nunu hésite, il trouve les questions étranges. Sa mère ne parle pas comme ça, d'habitude. Il lui demande si elle va bien. La main de Lysandra se rétracte immédiatement. Laika sourit. Bien sûr, dit-elle, tout va bien. Mais Lysandra, dans le fond, a déjà compris. Nunu ne sait presque rien. Il ne peut pas vraiment l'aider. Elle le regarde une dernière fois, puis disparaît dans le noir du rêve. Au réveil, la tempête a disparu. La montagne elle est là, devant eux. Alors on se lève, et on avance tous les trois. À un moment, on passe sur une formation glaciale qui enjambe un gouffre. Un pont naturel, étroit, le vide de chaque côté. Et Brom ralentit. Il regarde derrière. Des loups sont là. Ils suivent depuis un moment déjà. Brom n'hésite pas une seconde. Il se retourne, plante son bouclier devant lui et ordonne à Nunu et Willamp de courir. Sa voix ne laisse pas de place à la discussion. On court. Derrière, on entend les chocs, les griffes sur le bois du bouclier. Brom qui tient. Et puis il y a un bruit différent. On se retourne. Une main noire griffue a surgi du sol, de la glace noire, et elle saisit Brom. Il résiste une seconde, puis la main l'attrape. Il disparaît dans le gouffre, dans l'eau glaciale en dessous. Nunu et Willamp courent. Ils réussissent à semer la meute, à trouver un passage, à souffler enfin de l'autre côté. Nunu ne parle pas tout de suite. Et puis il dit à Willamp qu'il donnerait n'importe quoi pour savoir si Brom s'en est tiré. La chute était vertigineuse. Il l'a vu partir et il n'y avait rien à faire. Alors on continue d'avancer parce que le chemin derrière est condamné. Les puzzles, eux, s'enchaînent. Des portes, des runes, des plateformes à déplacer. Et puis on tombe sur des crux. Ce sont des créatures étranges, quelque chose entre un rocher et un animal, une masse de pierre et de végétation compactée. Ils sont juste là, immobiles, à attendre quelque chose. Alors Nunu sort sa flûte. Il joue quelques notes devant l'un d'eux. Des runes gravées sur sa surface s'illuminent en cyan. Le Krug tourne la tête. Nunu joue encore. Il avance. On comprend le mécanisme. On peut les guider, les déplacer, en faire des plateformes. Ils suivent la mélodie avec docilité. Et puis on trouve une pelle géante. Elle est plantée dans la neige, droite. Nunu demande à Willamp de le soulever pour l'atteindre. Nunu grimpe sur ses épaules, tend la main. Ses doigts effleurent le manche, et d'un coup, nos personnages se retrouvent ailleurs. Les murs ne sont plus blancs, ils sont orangés, l'air est lourd, épais. Nunu regarde autour de lui et fronce les sourcils. De la lave. Il y a de la lave à Freljord. On avance dans la chaleur, et puis on entend des coups. Réguliers, profonds. Le bruit de quelque chose de lourd qui frappe du métal, encore et encore. Plus on avance, plus c'est fort. Et puis sous un dôme, dans une alcôve que la lave contourne, on l'aperçoit. Orn. Il est gigantesque. Orn est un demi-dieu forgeron, frère d'Anivia et de Volibear. Willamp, malgré ses proportions, paraît minuscule à côté de Orn. Il frappe son enclume, il ne sait pas retourner. Nunu descend du dos de Willamp et s'avance. Orn entend les pas, il s'arrête. Il dit qu'il a oublié d'enlever les pelles. Il a l'air sincèrement contrarié par sa propre étourderie. Il les regarde, et puis il regarde Nunu un peu plus longtemps. Et puis il dit quelque chose qu'il n'a pas l'air d'avoir prévu de dire. Il voit en Nunu une étincelle, l'étincelle d'Anivia. Il dit que Willamp porte un lourd fardeau.
Il ne précise pas lequel. Il dit que leur présence ici signifie qu'il ne reste plus beaucoup de temps, sans expliquer pourquoi. Et puis il leur demande de partir, c'est urgent, avec en guise d'adieu une phrase. Quand les ténèbres sont partout, il suffit parfois d'une étincelle pour allumer le plus vivant des foyers. Et malgré cette prophétie inquiétante, Nunu repart sur le dos de Willamp, rayonnant. Il vient de rencontrer Horn. Moi, je n'ai pas l'impression d'avoir plus d'informations. J'ai l'impression qu'on repart avec encore plus de questions. De retour dans la montagne, les cavernes de glace reprennent. Tout est figé, les parois translucides. On grimpe, on cherche les appuis. Willamp gèle des chutes d'eau entières pour créer des surfaces escaladables. On monte depuis l'intérieur de la montagne, lentement. Et puis Nunu s'arrête. Il y a quelque chose sur le sol, une corne de brume, posée, là, avec des proportions anormales. Elle fait le double de Nunu, en longueur. Il la regarde, il se penche dessus, et puis il souffle dedans. Le son qui sort est grave, long, et résonne dans toute la caverne. Et puis, du fond de la grotte, un grondement. Des yeux s'allument dans le noir, immense, à une hauteur qui ne présage rien de rassurant. Une masse sombre avance vers nous. C'est Volibear, le troisième de la fratrie des dieux de Freljord. Il est furieux, il veut nous attraper. Alors on court. Ce qui suit, c'est une descente à toute allure. Volibear derrière, ses pattes qui font trembler la glace à chaque impact. Des éclairs tombent sur les côtés, on doit les esquiver sans ralentir, sans regarder en arrière. À ce moment, je repense à Rayman 2, cette course-poursuite filmée depuis la bouche d'un monstre. Ce sentiment d'être avalé si on s'arrêtait une seconde. Sauf qu'ici, la caméra est dans l'autre sens, la pente s'incline, on glisse, Volibear remplit tout l'espace derrière nous, et les éclairs crépitent. Puis on débouche dans une demi-arène. Volibear est au centre, immense, bien plus gros que tout ce qu'on a vu jusqu'alors. Le combat commence. Il appelle la foudre. Des cercles rouges s'illuminent au sol. Il faut se précipiter dehors. Les cercles se multiplient. Par moments, Volibear attaque avec ses pattes démesurées. Et puis une opportunité. Une formation rocheuse en pique sur le côté. On tire. Elle se décroche. Elle s'abat sur la tête de l'ours en armure. Volibear s'immobilise. Puis il se relève. Il rit. Il parle des enfants d'Anivia. Des forces qui s'unissent quand le moment vient. Toujours rien de précis. Mais en tout cas, il n'est plus hostile. Et puis, il demande à Nunu s'il sait rugir. Nunu est un peu dubitatif, mais il tente. Ce qui sort ressemble davantage à un cri qu'à un rugissement. Volibear secoue la tête, il gonfle sa poitrine, son pelage se hérisse. Des éclairs parcourent sa fourrure de la nuque jusqu'aux épaules. Ce qui sort de lui fait vibrer la roche. Nunu le regarde. Il dit qu'il n'arrivera jamais à faire ça. Jamais de sa vie. Volibear l'entend. Il dit que le plus important, ce n'est pas le volume, c'est que ça vienne de l'intérieur. Puis il s'en va. Il est fatigué, dit-il. Il doit se préparer pour ce qui vient. Je ne sais toujours pas ce qui vient. Alors l'ascension continue. Toujours des puzzles, puis une nouvelle bataille de boules de neige. Et sur notre chemin, on trouve une porte, plus grande que les autres, bien plus grande, avec sur les montants des représentations de yétis sculptés dans la pierre ancienne. Willamp s'arrête devant, Nunu le regarde, ça se voit qu'il connaît cet endroit. Nunu lui demande, mais Willamp refuse de répondre, il détourne les yeux. Alors on résout l'énigme, on ouvre la porte, on entre. Et plus loin, des statues de glace, alignées dans la pénombre, hautes comme Willamp. Et justement, il s'en approche. Et puis il s'effondre en larmes, il s'éloigne, les épaules secouées, en marchant d'un pas résigné, sans direction précise. Nunu lui court après, Willamp marche, inconsolable, sans répondre aux questions que Nunu lui pose dans le dos. Nunu insiste, il dit qu'il ne l'a jamais vu comme ça, mais Willamp continue. Et puis il s'arrête, il fixe un point devant lui, dans le vide. Nunu arrive à sa hauteur. Il ne dit plus rien pendant quelques secondes, et puis il dit doucement que c'est bon, que s'il ne veut pas en parler, c'est pas grave. Il tend les bras vers une patte de Willamp et le serre contre lui. Willamp reste immobile un long moment, puis quelque chose dans ses épaules descend d'un cran. Nunu remonte sur son dos, et ils repartent ensemble. En avançant, Willamp lâche quelques rugissements. On est à Ramshara, la ville des Yétis. On passe une porte et on comprend d'un coup. Des habitations suspendues au-dessus du vide, des sphères creuses avec des ouvertures, reliées entre elles par des pentes qui descendent en spirale. Un village entier construit sur la hauteur, niché dans les contours de la roche, avec des couleurs qui irradient des parois, du bleuté, du rosé, quelque chose de magnifique qui rend la désolation encore plus lourde. Tout est vide, il s'est passé quelque chose ici. Je le comprends, mais je ne sais toujours pas quoi. Nunu le comprend aussi, il ne pose plus de questions sur le sujet, alors on explore. Nunu glisse sur le dos de Willamp le long des pentes de glace suspendues entre les habitations. La vitesse, les couleurs qui défilent. On escalade en traversant le village par les niveaux. On croise à nouveau des crux qu'on réveille avec la Svelsongur pour atteindre certaines hauteurs. En chemin, Nunu pose des questions. Les Yétis faisaient tout avec de la glace, acquiesce Willamp. Il chantait beaucoup aussi, tout le temps, pour s'occuper. Nunu écoute, il ne force rien. Et puis on se retrouve dans une salle. Au centre, un casse-tête. Des disques circulaires, emboîtés les uns dans les autres, qu'il faut arrêter au bon moment pendant qu'ils pivotent pour reconstituer une image. On tourne, on ajuste. Et quand le dernier disque se place, on voit ce que c'est. Deux Yétis. L'un s'apprête à frapper l'autre avec un rocher. Nunu ne comprend pas. Il demande à Willamp pourquoi ils se battent. Willamp ne répond pas vraiment. Et puis on résout d'autres casse-têtes comme celui-là. En les solutionnant, des fragments d'histoire remontent. Anivia bénit les Yétis. C'est grâce à elle qu'ils avaient leur magie. Il dit à Willamp qu'il croit avoir compris. Le cœur bleu, c'est le cœur d'Anivia. Et puis quand on résout tous les puzzles, un passage s'ouvre. Des fresques murales sur les côtés, on les reconnaît. Les trois sœurs en rang, avec les Yétis qui marchent. L'histoire que Brom racontait autour du feu, mais gravée dans la pierre, en séquence. Les Yétis et les sœurs, unis pour repousser le néant. Willamp ralentit, ses grognements changent de tonalité. Nunu demande doucement s'il était là pendant cette bataille.
Willamp ne répond pas. Et puis une autre fresque. Nunu s'immobilise devant, il la regarde. Quelque chose se met en place dans sa tête, une hypothèse. Lysandra avait volé la vraie glace, elle avait sacrifié ses sœurs, les Yétis, pour gagner la guerre. Pourquoi exactement, il ne sait pas, mais c'est ce que la fresque semble représenter. Nunu le dit à voix haute, attendant une réponse de Willamp, mais Willamp ne répond pas vraiment. Alors on continue. Au bout du chemin, une grande salle, une statue d'Anivia en son centre, les ailes déployées, haute. Et devant, un piédestal. C'est évident, le cœur bleu est ici, ce serait l'endroit le plus logique. Sauf qu'en se rapprochant, Nunu réalise que c'est vide. Il devait y avoir quelque chose ici, sa mère lui avait dit, la glace bleue se trouve dans la montagne ailée. Il répète ça à voix basse, mais le piédestal est vide, Nunu s'effondre, il sanglote, les épaules rentrées, la tête baissée. Tout ce chemin pour ça. Et pendant que Nunu se lamente, Willamp se retourne. Il a remarqué quelque chose, une fissure dans un des murs, derrière. Je remarque une lumière violette qui s'en dégage. Willamp se précipite, il frappe la paroi d'un coup de patte. La roche cède, un passage s'ouvre dans le noir. Nunu relève la tête, il ne comprend pas, mais il se jette à sa poursuite. Willamp marche dans le couloir, vite. Nunu court derrière lui, il appelle. Willamp ne répond pas. De la glace noire partout qui forme des stalagmites. Nunu le remarque, il dit à voix haute que c'est mauvais signe, très mauvais signe, et il continue de courir pour ne pas perdre Willamp de vue. Et puis des visages apparaissent, des spectres qui flottent dans l'air, d'un violet froid et profond, sans corps, juste des contours vaguement humains qui tournent lentement. La flûte ouvre les portes qui barrent le chemin, mais les spectres ralentissent la progression. Et puis en dôme, Willamp est au centre. Les spectres tournent autour de lui en cercle serré, leurs contours violets qui se confondent. Willamp a les yeux vides, les 4 bras ballants, quelque chose d'éteint dans la posture. Nunu réfléchit à voix haute en avançant, il faut aider Willamp, et vite. Alors il a une idée, il sort Svelsongur, il joue une mélodie longue, tenue. Nunu la joue jusqu'au bout, sans hésiter. Willamp s'immobilise, son regard revient. Il voit les spectres autour de lui, quelque chose monte dans sa posture, dans la façon dont les 4 bras se lèvent lentement. Il aspire l'air autour de lui, le froid s'intensifie, un blizzard se forme autour, les spectres ralentissent, pris dans le froid qui s'épaissit, et puis Willamp libère tout d'un coup, une déflagration de glace pure qui explose vers l'extérieur, en cercle. C'est une référence à une de ses attaques signatures dans League of Legends. Alors les spectres se figent, se dispersent, le silence revient. Nunu traverse alors en courant et prend Willamp dans ses bras, ou du moins il enlace un de ses bras. Il lui dit qu'il l'aime, Willamp pose une patte sur sa tête, et puis fatigué, il décide de monter le camp. Avant de dormir, Nunu pose des questions, et Willamp répond un peu. Assez pour que Nunu comprenne 2 choses. Willamp était une sorte de lieutenant d'Anivia, un gardien choisi, et à un moment Willamp a pris le cœur bleu, mais on ne sait pas ce qu'il en a fait. Nunu ouvre la bouche pour continuer, mais Willamp se tourne sur le côté, il en a marre. La conversation est finie. Nunu reste assis une seconde, résigné, puis il s'allonge à son tour. Et puis, toujours ce rêve, Nunu est assis avec sa mère. Lysandra contrôle encore les paroles de sa mère, sa main est tendue. Qu'est-ce que le cœur bleu? Où se trouve-t-il? Sauf que cette fois, les réponses de Nunu sont un peu plus précises que d'habitude. C'est Willamp qui l'avait pris, c'est Willamp qui sait. La main de Lysandra se referme, puis le rêve coupe, aussitôt. Lysandra est debout, devant les fresques de Ramshara, là où nos 2 personnages se baladaient quelques minutes plus tôt. Elle regarde le mur, les 3 sœurs, les Yétis. Elle parle à voix basse de ses sœurs. Et puis elle dit qu'elle sait, maintenant. Willamp a participé à la disparition du cœur bleu. Elle avance dans le couloir. Ses pas sont silencieux. Elle les trouve, Nunu et Willamp, endormis, côte à côte, dans le camp. Elle s'arrête. Elle les regarde dormir. Au réveil, Nunu est seul. Il panique. Il appelle Willamp. Il reste immobile une seconde, puis il regarde autour. Une porte dans le fond, ouverte. Il ne se souvient pas de cette porte. De l'air froid s'en échappe. Nunu se lève et va voir. Et c'est là, maintenant, que la scène d'ouverture se joue enfin. Sauf que cette fois, on comprend mieux ce qu'on traverse. Le blizzard est épais, aveuglant. Nunu avance dedans, tête baissée, les bras levés pour protéger son visage. Il appelle à chaque bourrasque. Le vent le fait trébucher. Il s'effondre dans la neige et il se retrouve presque recouvert. Il se relève encore. Il doit y arriver. Et puis, il le voit. Willamp allongé dans la neige, immobile. Nunu court vers lui, s'agenouille, pose les mains sur lui. Il lui demande de se relever. Il répète. Willamp ne réagit pas, les yeux fermés. Et puis, Lysandra est là. Lysandra s'adresse à Nunu. Elle lui demande s'il sait ce qu'est vraiment cette créature. Oui, dit Nunu, Willamp est son ami. Lysandra secoue la tête. Willamp est une arme, la plus puissante qui existe pour la guerre qui se prépare. Il sait où se trouve l'orbe bleu, et sans cette glace, les ténèbres vont tout engloutir. Alors elle pose la question directement. Nunu est-il prêt à sacrifier une vie pour en sauver des millions? Nunu répète, Willamp est son ami. Lysandra répond qu'elle, pour sauver le monde, a dû sacrifier ses sœurs bien-aimées. Que c'est ça le vrai courage. Renoncer à ce qu'on aime pour le bien du plus grand nombre. Nunu ne l'écoute plus, il veut qu'elle s'en aille. Alors, il se rappelle de Volibear. Il gonfle sa poitrine, il rugit. En pratique, face au blizzard et à Lysandra, ça ressemble surtout à un enfant de 8 ans qui crie dans le vent. C'est un peu ridicule, pathétique. Lysandra lève une main et le repousse, elle n'a pas besoin de plus. Nunu tombe dans la neige. Elle se retourne vers Willamp et l'amène. Nunu reste allongé, là, dans la neige, il pleure. Il dit à voix basse qu'il aurait dû être plus fort. Il se lamente. Tout est fini. Le vent souffle.
il reste là. Et puis des pas, dans la neige, lourds, réguliers, assurés. C'est Brom, et il est en vie, il tend la main vers Nunu, avec le sourire de quelqu'un pour qui une chute dans la glace n'est rien. Nunu ne comprend pas, comment a-t-il fait pour survivre? Les légendes ne meurent jamais, dit-il. Cette chute pour lui était aussi douce qu'une pente qu'on dévale en roulant. Nunu le regarde depuis le sol, une seconde, puis il se relève, sauf qu'à ce moment même, le sol tremble. Derrière eux, la montagne bouge. Une avalanche, une vraie, des tonnes de neige qui dévalent le flanc vers eux. Brom regarde une demi-seconde. Il réagit aussitôt. Il retourne son bouclier, le pose à plat sur la neige, monte dessus, attrape Nunu et commence à glisser la pente qui leur fait face. L'avalanche est derrière, partout. Elle remplit tout l'espace sonore. Brom oriente le bouclier. On esquive les pics, on prend les pentes qui nous propulsent en hauteur. On retombe. Le moment devait être catastrophique. Avec Brom, il a quelque chose de satisfaisant. On ne risque rien quand on est accompagné par un vrai héros. Jusqu'à un moment où la paroi de roche dévie le flux de neige sur la droite. Brom penche le bouclier sur la gauche. Ils s'en sont sortis. L'avalanche continue sans eux. Brom a l'air satisfait. Après tout, c'était un moment amusant. Alors nos héros profitent de cette accalmie pour faire un point sur la situation. Nunu parle de Lysandra, de Willamp enlevé. Brom connaît le château de Lysandra. Il sait où il se trouve. Alors ils s'y rendent. Le jeu coupe. On se retrouve directement sur un mur d'enceinte, dans le froid. Brom et Nunu ont dû escalader. Personne ne les a encore repérés. Ils parlent à voix basse. Nunu souligne un problème. Il y a beaucoup de gardes. Vraiment beaucoup. Il demande comment on va faire. Brom réfléchit, puis il propose quelque chose de simple. Il va les distraire. Nunu fouillera à l'intérieur pendant ce temps. Nunu le regarde avec une inquiétude visible. Brom le rassure. Il lui raconte la fois où il a vaincu une armée entière avec un seul bras. Alors le plan est validé. Ils se séparent. Nunu se retrouve seul dans un couloir du château. Tout est gelé. Les murs, le sol. Une fine couche de givre sur chaque surface. On est dans le château de la Reine des Glaces. Ça n'est pas surprenant quand j'y pense. Ce qui change vraiment par contre, c'est l'absence de Willamp. Les grands sauts, les murs qu'on défonce, les parois escaladées, tout ça c'est fini. Nunu est seul, petit, dans des couloirs peuplés de gardes qui portent des lances. Le gameplay se transforme en infiltration. On avance autrement, lentement, en longeant les murs, en s'arrêtant devant chaque angle pour écouter. Il faut observer avant de bouger, mémoriser, attendre le bon moment. Si un garde nous repère, on repart au début du couloir. Par moment, on ramasse une pierre et on la jette contre un morceau de métal. Ça attire l'attention des gardes, juste assez pour qu'on puisse se faufiler sans être vu. On se sent assez vulnérable, un enfant de 8 ans seul, avec une flûte et des cailloux, dans un château gardé par une armée. Mais on continue quand même, on doit retrouver Willamp. À un moment, le couloir donne sur ce qui ressemble à des gradins. En bas, une arène, Brom au centre, une vingtaine de soldats autour. Il les tient à lui seul, le bouclier qui tourne, les bras qui frappent avec une fluidité presque décontractée. Ça n'a pas l'air difficile. Nunu le regarde une seconde depuis les hauteurs, il est admiratif, mais on doit continuer. Et puis, au bout d'un escalier qui descend, on trouve le donjon du château. Des cages suspendues dans le vide, reliées entre elles par des chaînes. Nunu balaye la salle du regard, et puis il le voit. Willamp, dans une cage, immobile. Alors, on résout un puzzle, avec des leviers. On les active dans le bon ordre, la configuration de la salle change, les cages bougent, et finalement, la cage de Willamp s'ouvre. Willamp descend, Nunu lui demande s'il va bien. Willamp acquiesce, mais ils n'ont pas le temps de souffler. Ils doivent continuer. Maintenant, c'est Brom qu'il faut trouver. Et puis, on pourra fuir cet endroit. Sauf que là, en avançant, on se retrouve dans une arène faite de glace. Lysandra est là, au centre, immobile, elle attend. Elle s'adresse à Nunu. Elle dit qu'il est en train de sacrifier toute l'humanité pour une amitié vaine, que pendant qu'il jouait au héros dans ses couloirs, les ténèbres continuent d'avancer, que le cœur bleu est la seule réponse possible. Nunu proteste, mais Lysandra continue. S'il refuse de se soumettre, alors elle n'a plus le choix. Elle devra tuer Nunu pour prendre le pouvoir de Willamp. Elle lève les mains. Le combat commence. Lysandra, au centre de l'arène, immobile au départ, et puis des projectiles partent. Des pics de glace noire lancés en pattern serré, chaque vague avec sa propre logique. Il faut lire les trajectoires, avancer pendant les fenêtres courtes pour arriver jusqu'à elle, pour pouvoir la frapper. Dès qu'on lui met trop de coups, elle recule, se replace et ça reprend. Ça m'a fait penser au jeu Returnal, cette façon qu'ont certains boss de transformer des arènes en problèmes de géométrie qu'il faut résoudre sous pression, où chaque erreur de placement coûte cher. À un moment, Lysandra crie quelque chose. Tombeau de glace. Nos deux personnages se retrouvent enfermés dans une stalagmite gelée. On martèle pour que Willamp frappe de l'intérieur, ses poings contre la paroi, et la prison éclate. Ça repart. Ça dure, ça demande de la patience, de la rigueur, de recommencer quand on rate une esquive. Et puis, la barre de vie de Lysandra finit par se vider. Willamp lève les bras. Le froid monte autour d'eux. La température chute. Un dôme d'énergie bleue apparaît, grossit, s'étend. Lysandra se charge en réponse. Un dôme violet apparaît autour d'elle, dense, vibrant. Les deux zones grossissent l'une contre l'autre, le bleu et le violet qui se poussent, qui cherchent à s'absorber. Et puis le dôme de Willamp continue de grossir. Il pousse et il déborde. Le violet de Lysandra se contracte, résiste, puis cède. Tout s'arrête. Un écran blanc. Lysandra est toujours vivante. Elle se rapproche. Son casque est brisé. Pour la première fois, on voit son visage. Un visage gris, fatigué. Elle regarde Nunu, et quelque chose change dans son expression. Elle comprend. Cet enfant est prêt à tout sacrifier pour protéger Willamp. Alors, elle lève la main, une dernière fois. Un sort frappe Willamp. Il chancelle. Il se déforme légèrement, plus bestial, plus anguleux.
Ses yeux virent au violet, il lutte, on le voit dans ses mouvements, mais la magie de Lysandra est trop puissante, il cède. Willamp se jette alors sur Nunu. Nunu est sans défense. Il le frappe, puis il recule, il regarde ses pattes, il voit ce qu'il a fait. Il se frappe lui-même, les poings contre sa propre tête, comme s'il pouvait chasser quelque chose à l'intérieur. Mais l'aura violette dans ses yeux tient bon. Nunu lui parle, et il dit son nom, il dit que c'est lui, que c'est Nunu, que tout va bien. Willamp le frappe encore. Nunu tombe à terre. Nunu a les yeux fermés. Et puis Laïka, sa mère, apparaît dans ce semi-sommeil. Elle lui dit qu'il a besoin du cœur bleu. Elle lui dit qu'il sait où il se trouve. Elle insiste, il doit réfléchir. Alors, Nunu réfléchit, et puis, il comprend. Willamp le lui avait donné, le jour de leur rencontre. C'est pour sa corne et Volibear avait reconnu l'étincelle d'Anivia. Il ne voyait pas Nunu, et il voyait ce qu'il portait sans même le savoir. Alors, Nunu se relève. Ses yeux sont bleus, brillants, et il tend la main, il utilise le pouvoir de l'orbe bleue. Le violet dans les yeux de Willamp vacille, puis il s'efface. Willamp cligne des yeux, il regarde autour, et il regarde Nunu. Lysandra recule, d'un pas. Elle demande comment. Sa voix a perdu quelque chose, et elle semble désespérée, acculée. Et puis, la grande porte s'ouvre. Brom, et il dit qu'il faut partir, maintenant, tout de suite, alors il fuit. Lysandra reste là, à genoux, sur le sol de l'arène, à bout. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'a plus de certitude. Dehors, le froid de Freljord et le ciel au-dessus. Brom rigole, il dit que c'était une belle aventure, une histoire qu'il pourra raconter pendant des années. Et puis, un peu plus loin, en observant le château derrière eux, il s'arrête. Nunu dit à Brom qu'il va lui manquer. Brom répond qu'il doit repartir. Il y a toujours des gens à sauver dans Freljord, toujours quelqu'un qui a besoin d'un coup de bouclier quelque part. Nunu dit qu'un jour, il aimerait être aussi fort que lui. Brom secoue la tête, il le reprend. Nunu est déjà très fort. Nunu commence à répondre, mais Brom l'arrête. Il dit quelque chose. Nunu ne sera jamais exactement comme Brom. Nunu ne comprend pas. Brom répond que Nunu, lui, ne connaîtra jamais la solitude. Puis il repart dans Freljord, glissant sur son bouclier sans se retourner. Nunu et Willamp le regardent partir, alors Nunu remonte sur le dos de Willamp. Ils repartent tous les deux. En marchant, Nunu dit à voix haute ce qu'il vient de comprendre. Willamp refusait de répondre à ses questions parce qu'il ne voulait pas que Lysandra sache que le cœur bleu était en Nunu. Chaque nuit, elle espionnait ses rêves, alors Willamp s'était tu. Il avait laissé Nunu chercher quelque chose qu'il portait déjà pour que le secret tienne. À présent, le néant peut bien venir. Nos deux héros, Nunu et Willamp, seront là pour lutter avec le pouvoir d'Anivia à leur côté. Et moi, je reste là, à regarder quelques minutes le générique. Comme je disais plus tôt, Song of Nunu fait partie d'une série qui s'appelle les League of Legends Story. 6 jeux en tout, chacun dans un coin différent de l'univers de League of Legends. J'aimerais parler d'autres jeux de la série, je ferai probablement une playlist comme je l'ai fait avec Final Fantasy ou Resident Evil. Enfin voilà, Song of Nunu, en gros, c'est ça.